Eh bien, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons donc parler avec des experts, des sachants de data contract. Ne parlez pas, vous allez voir, ça va être super sympa. Petit tour de table pour commencer avec nos différents intervenants en vous présentant rapidement, dire d'où vous parlez, d'où vous venez. On commence avec toi, Olivier Accard. Bonjour, merci Christian. Donc Olivier Accard, je fais partie de Docto Technologies, basé à Paris. Je travaille sur les sujets data et intelligence artificielle et en particulier promoteur du sujet data mesh dans la communauté et auprès de nos clients. Très bien. Bon, pour ma part, Christian Forêt, je suis directeur scientifique d'Octo et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Et à ma gauche, donc Charlotte Ledoux. Bonjour, donc merci de nous recevoir tous autour de cette table ronde. Donc moi je suis freelance depuis un certain temps et j'ai eu pas mal d'expérience aussi dans des différents cabinets de conseil. Et mon sujet d'expertise depuis plusieurs années maintenant, c'est la data gouvernance. Et je m'intéresse aussi à l'IA gouvernance qui, je pense, est juste l'étape d'après. Une fois qu'on a fait de la data gouv, on peut peut-être faire de l'IA gouvernance aussi. Très bien. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Georges Perrin qui nous vient des États-Unis en passant par l'Alsace, mais qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et Barcelone. Merci d'avoir organisé ça et de m'avoir invité. Donc Jean-Georges Perrin, je suis le Chief Innovation Officer d'une société qui s'appelle ABA Data et je suis assez passionné des sujets data mesh et data product et data contract, c'est mon dernier petit livre pour tous les âges. Et donc voilà, donc je suis ici pour débattre et construire ensemble. Et puis pour terminer cette table ronde, ce tour de table avec Olivier Boulveric. Eh bien bonjour, moi je suis également Docto Technologies, je suis architecte des plateformes data, très intéressé par le data mesh où j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, du coup, les différentes personnes autour de cette table et je suis également le directeur technique d'Octo dans le Nord à Lille. Alors, on va rester avec toi si tu veux bien Olivier. Je vais te poser une première question pour initier la discussion, pour repasser un peu le contexte et le cadre. On a évoqué les termes de data mesh, qui fait référence à un livre, à une initiative autour de la structuration et la valorisation de la data dans les entreprises. Ensuite, derrière le data mesh, on a beaucoup parlé de data product, et aujourd'hui, on va parler de data contract. Alors, juste en un mot pour toi, est-ce qu'il y a du data contract sans du data mesh? Est-ce que c'est du plus général au plus particulier? Comment articuler un peu tous ces termes pour s'y reconnaître avant de nous focaliser sur le data contract? Alors, pour moi, oui, il peut y avoir du data contract sans data mesh, comme il peut y avoir de l'API REST sans microservices. De la même manière, on a juste besoin de standardiser des choses pour pouvoir faciliter les échanges entre différentes entités. Donc, en l'occurrence, faciliter les transitions, les échanges de données entre différents composants qui vont devoir produire et consommer des données. D'accord. Tu partages ce constat? Ouais, je pense que moi je crois beaucoup au triptyque en fait et à l'addition de valeur. Donc en fait tu pars du data contract et le data contract en fait va permettre d'être ta première brique en fait dans cette nouvelle architecture des données, data engineering. Et ensuite tu vas pouvoir construire des data products et quand tu vas assembler tes data products, c'est là où tu vas arriver sur du data mesh. Et en fait l'avantage de passer par ces étapes-là, c'est qu'à chaque fois tu vas gagner en valeur. Tu n'es pas en train de construire un data warehouse où tu as ta valeur à la fin de ton projet, ou vers la fin de ton projet. Là, tu as de la valeur à chaque fois, à chaque étape. Donc, ce que tu dis, c'est finalement, c'est une pierre angulaire, c'est-à-dire c'est une manière de commencer dans cet ordre-là pour générer de la valeur sans attendre trop longtemps. C'est ce qui nous est arrivé quand je travaillais chez PayPal et qu'on a construit notre data mesh. On s'est aperçu, en fait, on est parti dans l'autre sens. On est parti en disant, OK, on va faire un data mesh. Et ensuite, on a compris que c'était un assemblage de data products. Et au fur et à mesure qu'on construisait des data products, on s'est dit, mais en fait, on a besoin d'un de définition de ressources, d'un ressource descriptor, un petit peu comme Kubernetes en fait, et on s'est dit mais ça n'existe pas. Et en fait c'est là où on a dit donc on est step down quoi, et on est allé en disant data c'est ce qu'il nous faut des contrats de données et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Alors, je précise, outre ce petit livre, tu as un livre qui va sortir chez O'Reilly, un Early Access, là, en ce moment, précisément, le titre du livre, c'est Implementing Data Mesh. Implementing Data Mesh. Sur cette expérience d'implémentation qu'évoquait Jean-Georges à l'instant, il y a des enjeux de gouvernance, de gouvernementalité, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Tu penses que de l'expérience que tu as, Charlotte, avec tes clients, les différents périmètres sur lesquels tu interviens, la question de la gouvernance, on y reviendra, c'est quelque chose qu'on prend trop tôt, trop tard,
au bon moment, quand ça fait mal, est-ce que ça s'anticipe Ouais, de mon expérience, je pense que malheureusement, c'est pris un peu tard encore. C'est-à-dire qu'effectivement, on rencontre... on a des envies fortes de faire des projets data. Il y a des hypes, Gen AI, il y a plein de trucs qui clignotent partout. Donc, en fait, en général, les dirigeants, le top management, ils sont un peu aveuglés, je trouve, parfois par ça, parce qu'il y a aussi des promesses fortes, finalement, de ROI, d'augmenter sa productivité. Donc, forcément, ça fait tilt. Mais en fait, quand on se focalise là-dessus, on repousse un petit peu, ou on voit moins que, en fait, il faudrait mieux travailler sur d'abord ses fondations, donc mettre en place la bonne gouvernance, travailler sur la qualité de la donnée, mettre en place la bonne structure, les bons modes d'échange entre les différents domaines. Et du coup, ça vient un peu tard, mais bon, D'accord. Vaut mieux que ça vienne tard que jamais. Olivier Accard, je te connais un peu, donc je t'ai entendu parler de data mesh, data product. Aujourd'hui, quel est le focus et l'importance pour toi, avant qu'on en parle un peu plus dans le détail, du data contract? Qu'est-ce qui se joue? Quel est l'enjeu? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ça a une acuité particulière? Souvent, quand on adresse le sujet data mesh auprès de nos clients, on va souvent parler d'organisation. On va souvent parler de domaine. Est-ce que je suis organisé en domaine? Comment je devrais découper mes domaines? Quel type de gouvernance autour de la data je devrais mettre en place? Et c'est vrai que l'aspect architecture, la brique technique à mettre en place pour vraiment réaliser ce data mesh, cette interopérabilité des data, elle est un petit peu difficile à cerner. Le data contract est un moyen de commencer à adresser cette brique d'architecture du data mesh. Donc il y a un élément de concrétude qui est important pour instruire et pour commencer, Exactement. Pour rentrer dans ces sujets. Avant qu'on y rentre un peu plus dans le détail, une petite question un peu provocante. Là, je pense que vous êtes tous assez d'accord pour dire qu'il y a un intérêt pour parler de data contract et d'y aller. C'est une pierre angulaire, comme on l'a dit. Mais il y a sûrement des détracteurs, des gens qui disent non mais ça c'est n'importe quoi. Déjà data contract c'est pas particulièrement sexy. Personne n'a envie de partir dans des contrats. On a envie de faire des choses, que ça aille en production. Est-ce qu'il y a des défenseurs? Je pense, moi qui suis un vieil de la vieille, que tout ce qui s'était fait dans les web services, qu'on appelait design by committee, c'est-à-dire on fait des normes, des contrats, des standards, mais qui sont jamais implémentés. Donc est-ce qu'il y a des polémiques, des pour et des contre, des battles autour de pour ou contre les data contracts, ou c'est tout le monde est à peu près d'accord en ce moment sur le sujet? Je te regarde à toi, tu peux commencer à répondre. Ok. C'est un monde de bisounours, tout le monde est d'accord. Non, en fait, il y a des détracteurs qui sont contre tout changement, qui vont me dire, on a déjà fait ça, c'est un schéma, machin, etc. Donc tu reprends, ça marche pas, ça va pas marcher sur de la donnée non structurée, etc. Il y a aussi les gens qui vont dire chacun va implémenter son petit data contract dans son coin, et puis on va arriver sur une fragmentation du marché, et en fait ça va servir à rien, parce que on va passer plus de temps à échanger des morceaux de contrat et des choses comme ça, et à essayer de reformater pour que ça marche avec l'outil, etc. Donc il y a des gens qui sont détracteurs, mais là on est dans une phase. Quand on pense à Gartner et à leur courbe d'adoption, je pense qu'on est dans la hype pour l'instant, d'accord. Donc il y en a qui vont prendre quelques baffes dans quelques mois, et puis après ça va remonter, et puis on va voir les premières implémentations, les premiers succès. On est quand même early stage quand même, quand on parle comme data mesh et data product. D'accord. Tu entends des polémiques de ton côté entre il faut y aller, il faut pas y aller, ou les polémiques arriveront plus tard ou sont déjà passées? Ouais. C'est pas forcément faut pas y aller, mais c'est plus moi, c'est ce que je disais quand je me renseignais de plus en plus. Effectivement, je pense qu'on est au début de la hype. Après, j'ai l'impression aussi que parfois, on pose un peu des nouveaux termes, des nouveaux mots pour décrire des choses qui, en partie, existaient déjà. Et je pense que le data contract, il y a des fortes similarités avec finalement un contrat d'interface, qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les équipes IT et dans les DSI, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un peu, en tout cas côté plus DSI, ce regard de dire super les gars, en fait vous avez rien inventé, vous êtes juste en train de renommer quelque chose qu'on fait déjà ou qu'on utilise déjà, etc. Donc peut-être qu'il y a un peu ce truc là aussi. Ouais, alors, ce que tu dis c'est vrai, et globalement le data mesh
cherchent à appliquer au monde analytique ce qu'on fait dans le monde opérationnel depuis des années, donc le contrat va en faire partie. Là où je pense qu'il y a une petite différence, on le voit quand on a souvent de longues discussions avec Olivier sur le contrat, il y a la notion d'interface pour sérialiser nos données, faciliter les échanges, et je pense que le data contract, demain, ira plus loin en incluant des données de qualité, des informations sur la donnée en elle-même qui vont la rendre, j'espère, autosuffisante pour être exploitée à l'échelle. Aujourd'hui, ça va être selon moi un système d'échange, comme tu le dis, un système d'interfaçage, comme on a les API et on aura le Swagger de la data ou quelque chose du genre. Et je pense que ça devra converger à un moment avec des éléments de qualité de la donnée pour faciliter l'échange, pour la rendre autosuffisante, pour la rendre exploitable au plus grand nombre dans l'entreprise ou interentreprise. Alors, tu parlais d'interface, je vous pose une question très concrète de newbie. Moi, qu'est-ce que c'est, pour commencer à rentrer un peu dans le sujet, qu'est-ce que c'est qu'un data contract? Quand j'en vois un, comment je le reconnais? C'est quoi? C'est un fichier Excel qui est partagé? Quel est l'artefact? Ça se présente comment un data contract, selon toi, Olivier? Oui, de mon point de vue, donc ça va être un fichier qui va décrire ma proposition, mon produit data ou mon dataset, et qui va me permettre à celui qui utilise ce fichier de comprendre différents éléments sur cette donnée, des éléments de qualité de cette donnée, des éléments autour de son contenu, une description du contenu, des éléments aussi en termes d'utilisation de SLO, par exemple, sur l'utilisation de ce data contract, de ce data product, et puis d'autres éléments autour de référentiels qui sont utilisés et qui me permettent qui me permettront de mieux manipuler en fait la data qui sera exposée via ce data contract. D'accord. Jean-Georges, qu'est-ce que tu mettrais toi dedans? Qu'est-ce que là, Olivier Accard applause des éléments de qualité, des schémas, des SLO, des SLA? Ce que je disais en préparant la table ronde, et je vais mettre aussi un prix si derrière il y a des logiques économiques. Pourquoi pas? Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que tu vois, toi, concrètement? Qu'est-ce que j'ai comme information dans un data contract? Le travail, alors, juste pour revenir sur la question que tu avais juste dit avant, en fait aussi, c'est vrai que le terme est moche. Faut reconnaître, quoi. Mitra, ça fait peur tout de suite, mais en fait, c'est aussi cette histoire d'échange, d'accord? Donc, rendre les choses un petit peu officielles. Et dedans, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en 8 sections, d'accord? Nous 8. AB Data. Alors, nous, AB Data, mais aussi Beatle, le projet open source qui est reconnu par la fondation Linux, et le projet d'origine, en fait, qu'on avait commencé chez PayPal, qui a été open sourcé en mai 2023. Donc tout ça, comme dit, on revient sur des choses qui sont quand même assez récentes et qui bougent beaucoup. Alors pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, s'ils veulent avoir l'information, ils vont sur Linux Foundation, Beatle, c'est quoi les mots-clés? Beatle.io, d'accord. Mais on est sur Linux Foundation, on est dans un des projets qui s'appelle Beatle. Beatle, c'est un dieu maya. Et un dieu de la création. Et donc en fait, l'idée de Beatle, c'est pas que le data contract, mais c'est de normaliser en fait ces nouveaux standards, parce qu'on va s'apercevoir que les data contracts, ça va être très bien pour définir certaines choses dans les data products, mais ils peuvent vivre de façon indépendante. Mais après, on va pouvoir éventuellement normaliser les data products et dire que les data products sont des ensembles de data contracts, etc., etc. Donc en fait, tout ça c'est l'ambition de Beatle. C'est pas juste les data contracts. C'est toute cette modern data engineering qu'on essaie de normaliser. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Alors on a 8 sections. La première section, c'est un truc tout simple, c'est les informations, c'est ce qu'on appelle les demographics, c'est le nom, le numéro de version, un UUID pour le rendre unique, beaucoup de documentation, d'accord, pour rejoindre les besoins de gouvernance. Et ensuite, tu as un schéma, qui va être le schéma de la source de données, et sur lequel, troisième section, on va rajouter tout ce qui est data quality. Bref, sur le schéma. Des contraintes du style, ce champ-là peut pas être nul, ce champ-là, il doit être une valeur entre temps. Donc ça, on définit ça à l'intérieur. La quatrième section, ça va être tout ce qui est pricing, d'accord. Donc en fait, c'est une section qui est facultative et qui est pour l'instant assez basique, mais il y a juste pour pouvoir faire de la facturation interne, de la facturation externe, ou simplement pouvoir montrer que ça a un coût en fait quand tu consommes de la donnée, et pour motiver aussi. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que quand on va voir le producteur de la donnée, on va lui dire, écoute,
c'est sympa, tu as de la donnée, moi j'ai envie de ta donnée, et donc maintenant tu vas l'exposer à tout le monde. Et lui, le producteur, il n'est pas forcément très motivé par ça, quoi. On va lui rajouter du coût, on va lui rajouter des offres de services, etc. Donc l'idée, c'est de lui dire, écoute, voilà, là tu peux exposer ton coût par rapport à ça, tu peux faire la facturation interne, etc. Ça dépend de comment la boîte est structurée. 5e section, c'est tout ce qui est stakeholders. Donc en fait, tous les gens qui touchent en fait le data, toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Ça peut être le data product owner qui a un rôle un petit peu nouveau, mais ça peut être le data architect, le data engineer, tout ce qu'on veut, tous les rôles qu'on veut mettre là-dedans, et de façon historique. Donc en fait, on peut garder en fait dans le data contract tout ce qui est historique, c'est-à-dire en fait, Olivier il a commencé il y a 3 ans, il a travaillé sur son truc-là, il a travaillé pendant 2 ans, et puis Charlotte a repris le relais, et puis je reprends le relais maintenant. Là, je suis malade, on va savoir que c'est Charlotte qui est là. Et on va c'est tout le LinkedIn de tous ceux qui participent. Exactement, c'est le social network du data contract. C'est une façon aux États-Unis, on appelle ça le tribal knowledge, quoi. C'est une façon de pouvoir en fait d'éviter le tribal knowledge dans ça. Et 6e section, c'est tout ce qui est rôle, d'accord. En fait, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme rôle au niveau de mon système d'authentification pour pouvoir accéder à ces données qui sont derrière, d'accord. 7e section, c'est tout ce qui est SLA. Donc en fait, tout ce qui est service levels. On a essayé de nomenclaturer ça dans ce qu'on appelle le data quality of service. On a nomenclaturé à peu près 12 différents types de SLA qu'on pourrait avoir sur le data contract. Et le dernier, la 8e section, c'est tout ce qui est des propriétés custom, en fait, pour que chacun puisse rajouter son petit truc à lui, ses petites spécificités. Et ses petites spécificités, ses petites adaptations à son outil, etc. Alors Charlotte, quand on voit ça, ça demande un peu de travail et d'effort pour essayer de formaliser tout ça. Il y en a peut-être qui se disent mais j'ai pas le temps, et puis ça va me demander du budget dans les entreprises. Comment ces initiatives, de ce que tu vois, pour aller vers des data contracts, ça avance? Est-ce qu'on en voit tout de suite les bénéfices, ou est-ce que les gens volontairement se disent oui, on va prendre du temps pour réaliser un data contract? Oui, il y a les deux, effectivement. Soit il y a une utilité qui vient assez naturellement. En général, quand on commence à structurer par des data products, en fait, ça vient spontanément parce qu'on va se poser la question comment échanger entre deux data products, etc. Donc ça vient naturellement, je dirais. Après, sinon, sur des entreprises qui vont moins avoir cette structure-là, mais qui vont être parties plus sur déjà réfléchir à des data domaines avec les rôles de la data gouvernance type data steward, data domain manager, etc. et qui sont pas en fait encore dans cette vision de la donnée en data product, là ça vient pas vraiment naturellement, parce qu'en fait malheureusement on le voit beaucoup, plutôt sur des grands groupes globalement, cette vision domaine elle a tendance un petit peu à siloter. Alors que en fait l'intérêt aussi de ces contracts, c'est justement de désiloter et d'être en capacité d'utiliser de la data de plusieurs domaines assez facilement. Alors pour préciser, quand tu parles de domaine, est-ce que c'est domaine au sens où c'est rappelé au début du livre Datamesh, c'est le domaine du domain driven design, qui parfois ne correspond pas exactement au domaine ou au découpage que font certaines entreprises? Ils peuvent être embêtés parce que les domaines dont on parle là ne sont pas au périmètre exactement du domaine de leur organisation, de leur ligne budgétaire et aussi de leurs équipes. Est-ce que tu le vois, ça, cette confusion qui peut arriver entre, quand on parle de domaine, de quoi parle-t-on? Tu le vois? Effectivement, là je parlais, quand je dis data domaine, ça va vraiment être par exemple, j'ai un domaine sur ma donnée produit, j'ai un domaine données client. Et c'est pas la même chose que le département client, voilà, ou que le domaine dans une définition qu'on pourrait avoir, qu'on peut retrouver dans le concept du data mesh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui sont parties effectivement sur cette définition plutôt data domaine, qui ont assigné des rôles. J'ai un data steward de la donnée client, par exemple, j'ai un data manager du référentiel client. Et en fait, derrière, c'est assez, ça va pas être super naturel de rattacher ça à une notion de data contract
qui, elle, est liée à un usage d'un data product. Finalement, la donnée client, elle peut être utilisée dans X data product et donc dans X data contract. Donc, comment ces rôles-là, qui parfois ont déjà été définis, comment on va les raccrocher au rôle qu'il y a dans le data contract? Je pense que là, il y a des vraies difficultés. Et alors, il faut faire du data contract, ok, mais est-ce qu'il en faut partout, sur tous les sujets, sur tous les data products? Je vous pose 2 questions et vous y répondez un peu comme vous voulez. La première, c'était la distinction qu'on trouve dans le data mesh entre les 3 typologies de data product ou de data. Les raw data, je les appelle comme ça, source line data, celles qui sont vraiment là au cul des applications, comme on dirait. Celles qui sont des agrégats, qui peuvent provenir de différents source line domaines pour faire des choses un peu plus combinées. Et puis les data qui sont vraiment là, fit for purpose, pour des besoins d'analytique, d'intelligence artificielle, etc., où on connaît très bien le use case et on va servir au mieux un use case qui est défini. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut des data contracts avec la même urgence et la même importance pour ces 3 typologies de données? Et d'une manière générale, est-ce que vous diriez qu'il faut mettre des data contracts partout? Quelle est la priorité? Quel est l'enjeu? Où est-ce que tu en mettrais en priorité, par exemple, Olivier? Moi, je prends un exemple qui est souvent, on va vouloir disséminer en fait l'information de HR, donc d'ETP, de ressources humaines. De ressources humaines, de ressources humaines en français. C'est souvent une information qui est demandée dans beaucoup d'autres domaines. Combien j'ai d'employés, combien j'ai d'équivalents temps plein dans telle partie de l'organisation, dans quelle structure de coûts aussi. Et c'est une information qui va être utile pour mon département finance pour faire un certain nombre de KPI, pour mon département marketing, pour plein d'autres départements. Donc à partir du moment où on pressent que c'est une information qui va avoir un sens, qui va avoir de la valeur à être partagée, c'est là où c'est intéressant et plutôt urgent d'essayer de la packager au sein d'un data contract pour que, comme on le disait, je sache comment je vais pouvoir l'utiliser et que j'ai confiance dans cette information qui m'est transmise. Mais quand on va parler de data au sein de domaines qui ont vocation à rester au sein de ce domaine, bien entendu, il y a beaucoup moins d'urgence à essayer de la packager au sein d'un D'accord, donc tu mets l'emphase sur ce qu'on appelle les boundaries, c'est-à-dire vraiment travailler aux frontières, où il y a vraiment 2 mondes distincts qui doivent interagir, et c'est là que ça a le plus de valeur. Olivier Wolveric, tu cautionnes? Je cautionne et ça m'évoque quelque chose. Tu parles des source line et des consumer line. Et Jean-Georges parlait tout à l'heure de la section avec les SLA et du coup ça m'amène une question. C'est assez simple. Alors moi je viens du monde opérationnel. Historiquement, c'est assez simple de poser des objectifs sur des données sources parce qu'on les connaît, parce qu'on est capable de les alimenter. C'est vachement plus difficile sur des données, selon moi, sur des données consumer line. Et l'agreement, le SLA, c'est comme un agreement entre 2 parties. On est dans le sinon. Donc je vais te fournir la donnée sinon. C'est peut-être plus difficile d'avoir un SLA dans des données qui sont consumer line ou peut-être aggregate que dans des données sources. Selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'ai une toute petite vision différente. En fait, pour moi, le produit de données, le data product, il va avoir plusieurs datasets à l'intérieur. Donc en fait, quand tu rejoins l'idée de se dire, ok, on va prendre un exemple de transaction, par exemple. Bien. Tu as des transactions qui peuvent être des transactions brutes, d'accord? Elles vont arriver comme ça, pof, millions par seconde éventuellement, et elles vont arriver dans. Et après, l'étape suivante, c'est on va nettoyer ces transactions. On va voir en fait quelles sont les bonnes, quels sont les doublons, machin, etc. D'accord? Tu vas appliquer tout un certain nombre de filtres de qualité. Et le troisième, ça peut être un agrégat. En Ile-de-France aujourd'hui. D'accord ? Et donc en fait, mais on reste dans le même domaine. On reste dans le même domaine fonctionnel de l'entreprise. Donc en fait, on n'a pas besoin de se dire, je vais créer un data product pour ça, un data product pour ça, un data product pour ça. On va rester dans le même data product et on va avoir différents datasets qui peuvent avoir eux-mêmes différentes versions dans le même produit. Donc ça c'est la vision que j'ai un peu plus. Alors après, quand tu as des besoins comme HR ou de ressources humaines, en fait, où tu as besoin de pouvoir exposer ces données-là, ça marche très bien aussi. Et en fait, tu as ce niveau de source line, donc aligné à la source du camion.
je vais la garder celle-là. Chirac disait au cul des vaches, mais tu prends la logique que tu préfères. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir garder ça. Et le contrat de données, alors quand on descend un tout petit peu au niveau de la granularité, on peut très bien dire, écoute, Olivier, il a accès à ces champs-là, mais Charlotte, elle a tout accès à tous ces champs-là. D'accord. Et ça, c'est aussi cette notion de sécurité qui peut être mise au niveau du data contract. Juste un point, c'est que le côté, c'est un peu pénible de faire un data contract. Hein. Je vais pas dire, c'est merveilleux, machin, etc. Ça tombe du ciel et puis voilà. Hein. Non, c'est un peu pénible. Il y a des outils qui sont capables de générer un embryon de data contract, d'accord. Et une fois que tu as cet embryon de data contract, on rentre dans un processus itératif. Et comme ce processus itératif est lié à travaille sur du fichier, hein, on le lit, ce fichier à du source control, d'accord. Donc en fait, on va pouvoir voir qui, comment et l'évolution de ce data contract. Donc en fait, on n'a pas besoin de commencer en disant j'ai besoin d'un parfait. C'est là où ça change un petit peu d'une notion de contrat, où quand on va voir son avocat, machin, etc. Le contrat il doit être blindé, machin, etc. Ça on n'a pas ça, on est plus dans la description de ressources qu'on va partager avec l'autre. Je voudrais peut-être revenir sur le point d'Olivier aussi, qui concernait cet agreement qu'il évoquait tout à l'heure. Donc en effet, quand on présente le data contract, c'est plus un petit peu les droits et les devoirs de celui qui produit et qui va exposer sa donnée. Je pense qu'il faut aussi se mettre du côté du consommateur de cette donnée et réfléchir aussi à ses droits et devoirs. Comment je vais utiliser ces données ? Est-ce que je m'engage à ne pas requêter toutes les secondes 5000 fois ce data contract? Est-ce que je vais faire un usage de cette donnée tel que je l'envisageais quand j'ai demandé à accéder à ces données? Est-ce que je ne vais pas déroger ou un petit peu commencer à utiliser la donnée de manière un petit peu différente? Je pense que le data contract doit aussi évoluer pour décrire aussi la manière dont le consommateur va utiliser cette donnée. D'accord, engagement mutuel, donc. Exactement. Pas juste à une direction. C'est là où on revient sur la notion de contrat. Hein. C'est multipartie. Ouais. Peut-être pour ma gouvernance, une précision, une question à tous, là. Dans ce que vous dites, je vois beaucoup de parallèles, évidemment, avec ce qu'on a entendu sur les API, sur l'explosion des API, les règles de gestion, les clients. Qu'est-ce qui change, en fait, outre que, bon, j'accède à la donnée, pas tellement un service, mais c'est quand même un service qui me donne la donnée, avec tous ceux qui ont baigné et qui baignent encore dans les API, tout le monde se comprend, il y a des différences, des subtilités que ceux qui viennent pas du monde de la data ne voient pas. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Parce qu'ils vont vous dire, un peu comme tu disais tout à l'heure, mais on a déjà ça, on a déjà fait des interfaces avec des API, c'est pareil, à part que tu sers une data, mais c'est presque plus simple. moi, je dirais qu'en fait, on est en train d'amener l'agilité au monde des données. D'accord. Et en fait, il y a 20 ans, là, quand Martin Fowler et ses quelques copains ils se sont retrouvés ensemble et qu'ils ont fait l'Agile Manifesto, qui a été l'événement un peu fondateur, enfin peut-être pas fondateur, mais l'événement qui a rendu public tout ce qui était autour de l'agilité au niveau du software engineering. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de la data, on était toujours dans un domaine de waterfall. Mon projet, toc, cycle en V, merci. Et donc, en fait, on fait ça, et puis après, mon équipe, elle en reprend un, et puis elle en reprend un, etc. Et en fait, tout ce mouvement, je pense que c'est tout ce qu'on est autour du modern data engineering, en fait, du modern data stack, est vraiment, pour moi, l'idée de ramener l'agilité au niveau du monde des données. Alors, on va se planter sur certains trucs. Je pense qu'il y a des trucs... Typiquement, quand on va voir des entreprises et qu'on leur dit il te faut un data mesh, les gens ils te regardent un peu bizarre, d'accord. Le data contract, c'est déjà peut-être plus abordable. Comme je disais, on a de la valeur qui va arriver plus vite. Quoi. Ouais. Et dans le domaine data mesh, parce que tu y faisais référence, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu disais là, au début du livre, c'est un des articles publiés par Martin Fowler, le grand schisme entre données opérationnelles et données analytiques qui doivent à un moment donné se réconcilier. Est-ce que tu vois un peu ça dans les projets sur lesquels tu interviens, cette vision déjà cette distinction, parce que moi je me suis rendu compte que c'est une distinction qui apparaît très rapidement au livre, qui est vraiment colossale en matière d'impact. Ouais. Ça revient sur la table, c'est les données analytiques, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe, pas la même chose que des données opérationnelles pour changer le monde, sachant que
c'est tout ce que la situation se complexe, quand les données analytiques sont utilisées pour devenir des données opérationnelles. Donc, il ne s'agit pas de dire d'un côté, c'est juste la photo du monde, et de l'autre, on le change. En fait, il y a des boucles, et tout ça se mélange allègrement, très très rapidement. Surtout avec la GenAI, où on commence à écrire. C'est pas juste je te donne des stats ou des prédictions, mais je modifie. Cette distinction données opérationnelles, données analytiques, et les enjeux derrière qu'évoquait Olivier, tu les partages? Oui, complètement. Je partage complètement, et je pense que c'est tout l'enjeu. En fait, la donnée, c'est une matière vivante, et on a envie. Enfin, la donnée opérationnelle, c'est des décisions. Enfin, c'est de l'instantané en fait. Tu parlais des transactions. Il faut que j'arrive à faire en sorte que quand je fais une analyse des transactions, je perturbe pas le flux entrant plus opérationnel finalement de ces transactions-là. Et je pense que là où le data contract a un intérêt fort aussi sur le fait que la donnée est une matière vivante, c'est qu'on va aller de plus en plus vers des questions aussi de réglementation sur la data qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser. On a eu toute cette phase RGPD de mise en conformité, mais c'est aussi finalement dans les data contracts qu'on peut formaliser ça. Et là, on va le voir avec l'AI Act. De la même manière, on va devoir avoir une responsabilité en termes aussi de transparence d'accountability sur l'algorithme, comment il fait un choix éventuel, une classification par exemple, et quelles sont les données d'apprentissage qu'on a utilisées pour entraîner notre algo. Et je pense que aussi, ça va être hyper intéressant. Et tu parlais des petites sections dans ton data contract. Est-ce que il y a moyen enfin, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose auquel vous commencez à réfléchir, d'ajouter une section dédiée en fait à des réglementations? Alors, il y a des gens qui veulent aller. Là, on est une vingtaine de personnes qui travaillent en fait dans le cadre du steering committee de la Linux Foundation. Il y en a un peu plus, maintenant il y a des volontaires, etc. C'est quand même un sujet, il va falloir réussir à gérer la croissance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en faire partie. Le gros sujet pour l'instant, c'est pas tellement sur le côté légal, mais je t'invite à me rejoindre, et on manque un peu de femmes. Mais le problème est plus en fait au niveau, on est vraiment au niveau infrastructure, c'est faire le pont. Là, le gros sujet en ce moment, c'est faire le pont vers l'infrastructure. Comment on gère, comment le data contract en fait fait la jointure, on va dire, avec les environnements physiques. Sachant que par exemple, un des gros sujets en ce moment, sur lesquels on discute, c'est de voir comment est-ce que je peux définir dans mon data contract l'environnement de développement, l'environnement de production, les différents environnements, et sachant que je pourrais éventuellement avoir plusieurs environnements de production en fonction des différents use cases sur lesquels je suis. C'est des sujets, en fait, on écoute ce que les clients remontent. Au niveau du steering committee, on a réussi à se mettre, on a quelques vendeurs, on a quelques utilisateurs et quelques sociétés de services. D'accord. On va y revenir dans un instant, là, mais je voulais te poser la question, Olivier, parce que derrière ce qu'on disait, données opérationnelles, mettre en place toutes ces démarches-là, data contract, c'est quand même un enjeu d'ownership. C'est à un moment donné, les données, c'est qui s'en occupe, parce qu'on se passe la patate chaude, mais en termes de responsabilité, de traçabilité, etc., ça devient compliqué. Cette question de l'ownership, dans les échanges que tu as, toi, avec tes clients, elle se dégage. Il y a des gens qui veulent prendre du leadership là-dessus. Ça se fait facilement, là, de prendre du leadership. Non. Et de Merci. Et en effet, on est souvent face à des organisations qui se sont organisées un petit peu en bastion autour de la donnée, c'est-à-dire avec des équipes qui se sont vraiment spécialisées dans la gestion de la donnée, dans la création de cet entrepôt de données, dans le stewardship aussi de ces données. Okay. Et finalement, l'idée d'avoir une ownership de la donnée, c'est de dire il faut redonner sans doute la main au métier, et pour que lui, sachant connaisseur de cette donnée, souvent aussi connaisseur des process qui ont généré cette donnée, soit aussi partie prenante, comprenne l'intérêt d'être honneur de cette donnée, donc quelque part la responsabilité qu'il va avoir vis-à-vis d'autres membres de l'organisation, puisqu'il va exposer aussi ces données. Et donc ça, c'est un travail un petit peu de longue haleine, parce on parle pas mal de data acculturation aussi,
pour que cette prise de conscience soit réalisée au sein de l'organisation. Alors c'est tiré souvent par des initiatives à un haut niveau dans l'organisation. On va se dire bon, voilà, il va falloir qu'on mette en place une data stratégie adossée à ma stratégie d'entreprise. Donc ça veut dire que dans toute l'organisation, cette prise de conscience de la valeur de la donnée, il va falloir qu'elle se réalise. Et donc de commencer à identifier des personnes qui vont être les sachantes au niveau du métier et qui vont être prêtes à jouer le jeu et devenir honneur de cette donnée, au plus près des systèmes opérationnels, quand on va parler en effet de la donnée opérationnelle, et puis graduellement plus près des domaines qui vont être consommateurs de la donnée, quand on va avoir des cas d'usage vraiment typiques qui ne sont là que pour utiliser la data, typiquement pour faire des algorithmes de machine learning par exemple. D'accord. C'est aussi ton retour d'expérience, cette difficulté-là de prendre l'ownership? En fait, c'est assez difficile. J'avais fait un exercice assez marrant qui avait mis ça en valeur dans une grosse entreprise qui avait en fait comme problématique de mettre de l'ownership sur l'indicateur du chiffre d'affaires. Toute entreprise a besoin de calculer son chiffre d'affaires, ça reste un basique et en fait c'est un bon chantier de data gouvernance qui met en lumière que finalement, pour calculer cet indicateur, on a besoin d'un certain nombre de données en entrée et à l'arrivée, qui est honneur de ce résultat, sachant que y a plein de départements dans l'entreprise qui ont besoin en fait de cette donnée-là, qui s'en servent. Et en fait, placer un ownership sur certains indicateurs permet aussi d'avoir un peu une source de vérité qui soit établie sur des indicateurs clés pour l'entreprise et derrière d'avoir la notion de accountability et de ne plus être dans un truc où en fait on a 40 chiffres d'affaires différents et en fait on a des équipes à la fin. Ça s'appelle la business intelligence, ça, non? Voilà, qui passent un temps fou à essayer de calculer à la main sur des sources de données qui sont pas bonnes, etc. Enfin vraiment, ce chantier-là, moi je l'ai fait. Celui-là, il est marrant et il est marrant. Il est épuisant, mais je pense qu'une fois que la démonstration a été faite, derrière le top management, il est à fond pour faire de la data gouvernance. Il n'y a plus de problème. Et pour établir de l'ownership, justement. C'est ta préconisation. Commencer par reconnaître votre chiffre d'affaires. C'est un exemple, mais en tout cas, si c'est un chantier qui a de l'intérêt, il est visible, quoi. Alors, juste un mot sur les outils. Je vais te poser la question, mais je la pose indirectement d'abord, en commençant par toi, Olivier Bolberic. Il faut des outils ou pas pour faire ça? Parce que je peux pas faire ça avec ce que j'ai déjà sous la main. J'ai besoin d'aller voir des vendeurs. Alors, ça dépend selon moi à quel niveau tu places tes data contracts, si c'est de ça dont on reparle. Soit tu places ton data contract, comme je l'ai déjà vu dans des entreprises, en mode système de vérification dans un pipeline. En fait, je passe mon contrat et ma donnée, elle est automatiquement validée. Et donc là, il faut des outils faut que ton contrat il soit compréhensible et que l'humain puisse l'écrire, que le product owner puisse l'écrire et que la machine puisse l'interpréter pour valider la donnée. Après, si on parle de contrats de plus haut niveau dans des systèmes de gouvernance, des fichiers Excel, ça pourrait fonctionner. Après, moi, je reste un geek, hein, j'aime bien tous les trucs qui sont automatisés. Si on veut demain converger vers une cible data mesh, gouvernance fédérée automatique, il faudra forcément que le contrat il soit compréhensible et par l'humain et par la machine. Sur ce sujet, tu nous disais là, avant qu'on commence la table ronde, Jean-Georges, qu'il y avait plus d'acteurs d'outils en Europe qu'aux États-Unis. Ouais. Je crois que c'était ça. C'est quoi un peu ce que tu vois sur le marché Alors, comment on se positionne, quels sont les argumentaires? Il y a un gros mouvement de certains vendeurs d'outils qui voient en fait une opportunité de s'associer autour du data contract parce qu'ils vont dire en fait voilà, moi je suis un leader belge de la data quality, j'ai des bureaux partout dans le monde, mais je veux dire je suis très fort là-dedans et la sécurité c'est pas mon fort. Alors je vais pouvoir m'associer avec quelqu'un qui est très fort dans la sécurité, dans le monitoring de data. Mais d'un autre côté, s'il faut que je passe mon temps à essayer de transférer des fichiers de configuration d'un à l'autre, etc., et on va pas forcément parler de la même chose, ou du même domaine, ou du même usage, ça va être compliqué. Et après, on peut imaginer, il y a d'autres personnes au niveau de l'observabilité, c'est encore différent de la data qualité, hein, d'accord, donc ils vont pouvoir aussi se greffer là-dessus. Donc en fait, il y a
des sociétés plutôt jeunes, plutôt dynamiques, qui se greffent sur cette idée, qui vont dire en fait voilà, on va se baser sur le même standard et en utilisant le même standard en fait, on va être beaucoup plus efficace. Bon vieux adage de 1 plus 1 plus 1, ça fait pas 3 mais ça fait 25. Et donc c'est ça l'idée. Ça s'appuie bien évidemment ces outils sur les normalisations dont tu nous as parlé. Ouais. J'ai entendu encore récemment des clients ou des gens qui travaillent sur les sujets data mesh qui disent non, pas de normalisation, chacun a ses spécificités. Tu l'entends encore ça? On l'entend forcément. Je veux dire, comme si c'est des sujets tout neufs. Je veux dire, donc en fait, le fait qu'il y ait un standard au niveau de la Linux Foundation, c'est clair qu'ils ont été très demandeurs aussi. C'était autant demandeurs qu'on a été autant pousseurs, on va dire, du standard. Mais je veux dire, il y a un réel besoin parce que sinon on va arriver sur une fragmentation. Il y a un fameux comique de XKCD, dire il y a 14 standards, on va en faire un 15e qui va unifier l'ensemble, etc. D'accord, donc en fait, essayons là on arrive on avance de phase, on va dire, sur le marché, et il y a des gens qui clairement m'ont dit, mais ça m'intéresse pas de faire partie d'un standard, j'ai mon truc, c'est contraignant de suivre un standard, on est d'accord, c'est une question d'équilibre, ça peut permettre d'aller plus vite et parfois moins vite sur certains sujets, donc il faut trouver il faut doser l'implication, la volonté qu'on a envie d'aller. Oui, Olivier Accard. Après, si on parle d'un standard, je pense que c'est important que le standard soit ouvert, qu'il y ait un maximum de contributions à ce standard. Et la position des fournisseurs de solutions informatiques, ça doit être d'adhérer à ce standard, je pense, de participer, de l'agrémenter, de le compléter, mais surtout que leur solution puisse s'interfacer avec ce standard, ou en tout cas puisse nativement utiliser ce standard pour exposer de la donnée. Je pense typiquement à des outils de data cataloging. Je pense qu'il faut qu'on aille vers une tendance où ce n'est plus la responsabilité du owner du data catalog de documenter la donnée, de l'exposer, etc. Mais ça devrait plutôt être beaucoup plus proche du owner de ce data product et de ce data contract, de documenter sa donnée, et que l'outil de data catalog ne soit plus qu'un registre en fait qui expose à la communauté tous les data contracts ou tous les data products qui sont disponibles. Et je dirais que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le data contract, dans la façon dont on l'a conçu, va aussi pouvoir utiliser d'autres sources d'informations. C'est-à-dire, par exemple, on a une section qui s'appelle les définitions authoritative definitions, dans le data contract, qui va pouvoir dire, écoute, ma business definition de ce champ-là, ou de cette table-là, c'est cet asset-là dans... le tutoriel vidéo associé à ce dataset, c'est ce lien-là sur... et ainsi de suite. Ou même l'implémentation en fait de ce champ qui est une transformation, l'implémentation de référence, elle est dans ce GitHub, dans ce repository GitHub. D'accord ? Donc en fait, c'est aussi la notion de, comme tu parlais de fédération, le quatrième principe de Jamac, et en fait, on va aussi pouvoir fédérer en fait dans le data contract un ensemble de métadonnées, de métamétadonnées qui sont extérieures. C'est ça, j'aime bien penser au data contract comme étant la métadonnée de la métadonnée. Ouais. Alors je sais que c'est beaucoup de méta. c'est très méta, mais On a un méta. On avait dit concret. Si tu avais dit méta square, ça aurait claqué un peu. On a plus. perdu tout le monde, on était à ça. On y était là. Alors, on a vu ce contrat, contrairement à l'image qu'on peut avoir des contrats, ils bougent beaucoup. Les contrats traditionnels, je veux dire, là, ça bouge beaucoup, ça évolue. C'est pas quelque chose qui se met forcément un jour à la main, avec quelques personnes qui écrivent. Ça doit être automatisé et ça pointe évidemment sur tous les sujets derrière, j'imagine, de computation, comment on dit, rappelez-moi, fédération. Computational Governance, Federated Computational Governance. On a essayé de le traduire, Jean-Georges. Ah Oui, on a galéré. J'ai écrit un article dans Programmer qui doit être à la base maintenant de ta référence. Oui, on l'a vu. Alors, voilà. Gouvernance cette notion de fédérée, gouvernance computationnelle. derrière, et qui va se matérialiser finalement, on est d'accord, dans le contrat, c'est ça. En fait, oui, il y a un peu plusieurs niveaux et
et ça doit, en fait, on va dire la gouvernance fédérée. On peut imaginer une petite équipe en centrale qui va définir un certain nombre de policies, de standards qui vont être valables pour toute l'organisation. Et ensuite, mais ça va être, concrètement, une policy, c'est une page d'un fichier Word, quoi. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a mis la policy et qu'elle est disponible pour tout le monde, c'est pas pour autant qu'elle va être implémentée. Donc en fait, il y a différents maillons pour justement veiller à ce qu'on ait bien alors celui-là j'ai du mal à le traduire, mais l'enforcement de ces policies dans les systèmes, et que du coup il y ait bien une automatisation concrète des policies qu'on a définies. Et je pense qu'il y a des maillons en fait très clairs à mettre en place, et aussi tu parlais d'acculturation. En fait, que les différents rôles qui sont impliqués jusqu'à la maille du data engineer, en fait, qui lui a effectivement la main pour automatiser, qui doivent en fait avoir un bon niveau d'acculturation sur quelles sont les règles, les procédures que je me dois d'automatiser concrètement dans les systèmes, quoi. Donc c'est un bel exemple d'approche socio-technique pour faire tourner tout ça. C'est pas, il faut des outils, il faut des normes, il faut des standards. Il faut des solutions, il faut aussi des organisations. Peut-être pour terminer, je vais vous donner la parole un peu individuellement. Est-ce qu'il y a une question qui n'a pas été évoquée que vous aimeriez mettre sur la table, soit évoquée, soit la poser aux autres? Je vais vous donner un tour de rôle un peu la parole. Et je commence par toi, si tu veux bien, Olivier. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou que tu aurais aimé évoquer? Oui, éventuellement le sujet... Elephant in the room, comme on dit. Non, pas vraiment, mais peut-être un sujet autour de l'interopérabilité. Donc on a parlé beaucoup en se projetant sur l'interopérabilité des données au sein d'une organisation. Je pense que le data contract, le data mesh, en fait, tout ça, ça va permettre aussi une interopérabilité entre les organisations. Là, je peux le percevoir typiquement dans des cas autour du transport de marchandises par le rail. Donc il y a plein d'intermédiaires en fait dans ce transport de marchandises. Celui qui va fournir les sillons, celui qui va fournir les locomotives et les maintenir, celui qui va fournir les wagons et les maintenir, etc. Et tous ces intervenants ont besoin d'échanger l'information. Ça sent le vécu là. Ça sent le vécu. Donc exactement, je suis en plein dedans. Et donc l'échange d'informations entre ces différents intervenants, je pense que c'est aussi un enjeu que peut porter ce data contract en se disant utilisons un standard, éventuellement améliorons ce standard par rapport à des référentiels propres à l'industrie du fret, mais commençons à modéliser nos données analytiques autour de ce paradigme du data contract afin de créer des process où nous sommes tous participatifs pour, comme je disais, maintenir une loco, maintenir un wagon. Donc l'alignement sectoriel là, par le data contract, c'est un bon véhicule pour avancer, c'est ça. Tout à fait. Du coup, tu penses que il y avait un peu des entreprises data marketplace, je ne sais pas si vous connaissez Dawex, qui en fait permet la monétisation des données. Est-ce que du coup tu penses potentiellement qu'on pourrait remplacer, enfin peut-être pas remplacer, mais en tout cas avoir plutôt des data contracts pour permettre ces échanges, plutôt que de passer tout à fait. par des places de marché data, quoi. Mais ça entraîne aussi des enjeux de monétisation. Quand je vais être owner d'une donnée qui va concerner mon wagon, par exemple, sans doute que dans mon service que je vais fournir à celui qui va tirer mon wagon, c'est peut-être un moyen aussi de facturer ce service pour ses propres process. Donc le sujet de monétisation aussi va intervenir. Voilà. Olivier, vous verrez quelque chose qui n'a pas été évoqué, que tu voudrais mettre sur la table? En fait, c'est une question, on a évoqué plein de choses. Alors j'espère que les gens qui écouteront se diront tiens, il y a vraiment un enjeu des data contracts pour standardiser, pour tirer plus parti de mon patrimoine de données. Comment ils commencent? Quand je dis comment ils commencent, c'est quoi le petit bout, la première petite victoire qu'ils peuvent aller chercher avec les data contracts? Alors, c'est une question ouverte, hein. Si vous avez une réponse super géniale, sinon... Comment la trouver? Le truc vraiment tout bête, en fait, et dans énormément d'entreprises où j'ai fait du conseil ou même où j'ai travaillé, c'est le changement de schéma. C'est le producteur de la donnée
qui change le schéma de la donnée et qui prévient personne. Et un matin, tout est cassé. Et un matin, tout est cassé. Et en fait, c'est presque con, mais je veux dire, en fait, c'est le premier use case, quoi. Et le premier truc que les gens demandent, c'est est-ce qu'avec le data contract, tu peux faire ça? Alors, le data contract, il est pas là pour... il se garantit pas lui-même, d'accord? C'est pas le but du data contract, hein. On est d'accord. Mais l'idée du data contract, c'est de pouvoir donner ça à des outils qui vont, lui, pouvoir faire le enforcement, ok, du data contract. Mais c'est le premier exemple, hein, et tu as des résultats très rapides. Bon, après, s'il change pas le schéma, ben, on va pas forcément voir la valeur. Mais je pense que ça va arriver. Quand tu l'as dit, on a tous souri. Oui, donc on est tous passés par là. Cette nuit où on n'a pas dormi parce que quelqu'un... Et c'est ça qui a un frein à l'agilité, parce que finalement, souvent on se dit, je vais peut-être pas changer mon schéma, parce que je ne sais pas quel va être l'impact sur tout le reste de mon système. Donc, je le fais pas, ou alors je vais faire à côté, je vais recréer des choses. C'est plus un schéma, là, c'est un dogme. Alors là, exactement. Donc du coup, je vais passer du temps à recréer quelque chose, et là, on n'est plus du tout dans un mode agile. Jean-Georges, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, ou une question on n'a pas beaucoup parlé de l'impact de l'humain, d'accord? Parce qu'en fait, par beaucoup d'entreprises où je suis passé, en fait, et avec qui on a travaillé sur ces sujets-là, c'est le côté technique. Bon, il faut s'habituer aux nouveaux termes, il faut s'habituer un petit peu à la nouvelle façon de penser, il faut aller vers de l'agilité, c'est pas forcément complètement naturel. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le côté, l'impact que ça peut avoir sur les humains et l'adoption. Donc en fait, c'est là aussi où je pense que l'adoption par l'entreprise et l'écosystème qu'on va mettre en place, c'est très souvent, on va dire, l'éditeur ou les éditeurs de logiciels qui vont se mettre ensemble, la société de service, mais qui ne va pas faire que de l'accompagnement technique, mais aussi de l'accompagnement sur l'humain, la gestion du changement, etc. Et l'entreprise, bien sûr. Et donc là, on se met dans un scénario de plus de win-win, si on est tripartite, que juste, allez, on se lance dans le data contract. Mais ce que tu soulignes, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu faisais référence explicitement, c'est que s'il faut faire un data contract, ça veut dire quand même, c'est aussi un prétexte, parlons-nous. Oui. C'est un sujet de discussion et de négociation. Et pas juste de plainte, ça devient un sujet de discussion qui est porté sur la table. Mais on est aussi, il faut se souvenir qu'on est dans un domaine de produits, d'accord? Donc en fait, le truc, c'est que Olivier et moi, on peut peut-être se mettre d'accord sur je suis le producteur, il est le consommateur, on va se mettre d'accord, on va parler. Charlotte arrive, elle peut peut-être arriver un petit peu plus tard, et elle va peut-être se dire, on va pas refaire toute la négociation, machin, etc. Et peut-être que ça peut lui suffire. Et dans la prochaine itération, on pourra rajouter les besoins spécifiques de Charlotte. Et donc, en fait, c'est là où on va pouvoir évoluer et s'agrandir. Charlotte? Je rejoins un petit peu ta question et ton point sur la dimension humaine. Peut-être une question aussi un peu ouverte, c'est en tant que société de service, comment vous l'avez vendu ce data contract à vos clients? Est-ce que vous êtes passé du coup par les équipes business qui se retrouvaient avec des schémas cassés à la fin et des dashboards qui veulent plus rien dire? Est-ce que vous passez par là? Est-ce que du coup vous avez tout de suite le CDO qui est à fond et du coup ça passe de ce côté-là? Enfin, ça passe par où? C'est encore une notion assez récente, le data contract, mais on parle par exemple de output port si on reste dans le domaine du data mesh. Bon, on pourrait dire que c'est un petit peu apparenté. C'est vrai que parler de ça à des métiers, c'est très compliqué. Oui. Donc mais comme le jargon que moi je suis plus côté data gouvernance. Si je dis le mot data gouvernance, on me regarde avec des grands yeux. Donc c'est pour ça comment on peut amener le sujet assez simplement. Et le rôle du Chief Data Officer est essentiel. Déjà, il faut que l'organisation ait un Chief Data Officer. C'est pas toujours le cas. Et que lui-même soit convaincu que créer ce standard pour l'échange de données, c'est important pour son organisation. Donc déjà, lui, s'assurer qu'il soit onboardé et qu'il porte aussi ce message auprès de son COMEX et auprès du métier. Donc ça va être la première étape.
Non, mais je voulais juste rajouter un truc sur le Chief Data Officer. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Olivier, sur le fait qu'il faut qu'il soit on board. Hein. Si le gars n'est pas avec nous, ou la nana n'est pas avec nous, on va avoir un peu un problème. Hein. Par contre, là où il faut que eux, les CDO qui nous écoutent, la durée de vie dans l'entreprise des Chief Data Officer, c'est 2 ans et demi. Ouais, c'est pas super long, hein, d'accord. Donc il faut qu'ils se souviennent que l'idée quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est allez, on va pas faire un nouveau data warehouse parce que là, dans 2 ans et demi, ils verront pas les résultats du travail. Non. Et là, justement, avec il faut être un peu politique hein, quand même quelque part. Avec le data contract, avec le data product et avec éventuellement aller jusqu'au data mesh, là, ils vont avoir des résultats rapidement. On parle de semaines par rapport à des mois, voire des trimestres, voire des années. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est là aussi, cher CDO, on a des solutions pour votre job. Voilà, bah ça va, c'est comme ça qu'il faut vendre. Oui, vous avez répondu. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Olivier Accard, merci Olivier Leveric, Jean-Georges Perrin, Charlotte Ledoux. Merci beaucoup pour vos lumières et vos éclairages. Merci. Et puis maintenant, à vous de jouer côté utilisateur, client et entreprise. Merci beaucoup. Merci.